CO2C. Cette représentation peut être simplifiée. Certains auteurs ils simplifient. Donc on peut voir, si vous voulez, avant de faire la remarque suivante, on peut voir que la droite COC, c'est une droite qui est décroissante et le carbone donc peut réduire un bon nombre d'éléments, puisqu'on a vu que la plupart des éléments ont des pentes positives, donc il peut toujours couper ces droites et se trouver en bas, donc réduire donc les éléments qui sont hauts. Donc c'est un bon réducteur pour un certain nombre d'éléments, comme on va le voir dans la série de TD. Alors ce diagramme peut être simplifié de la façon suivante. On peut donc facilement montrer que finalement les équilibres qui prédominent dans les différents domaines sont les suivants, c'est-à-dire que finalement on retient juste une partie pour la droite CO2C. On a donc retenu la partie 1, la partie qui est dans ce domaine. Donc on a le C et on a le CO2. C, CO2, de part et d'autre de la droite. Et pour les autres droites, ils sont valables, si vous voulez, prédominent dans le domaine T supérieur à T0. Et donc on a cette allure-là, hein, on a cette allure qui nous permet d'écrire que dans ce domaine, donc on aura le CO. Et la température T0, comme on va le voir, si T est inférieur à T0, on a des espèces, donc C et CO2 qui sont stables, C et CO2 stables. Si T est supérieur, si T, donc ça est inférieur, dans le premier cas, donc T inférieur à T0. Si T est supérieur à T0, on voit bien que l'espèce qui prédomine, c'est le CO. C'est-à-dire qu'on a finalement au point T0, on a un équilibre entre quoi et quoi? Entre C, CO2 et CO. Avec donc de CO pour équilibrer. Et on voit bien que dans le sens 2, on a ce qu'on appelle une réaction de dismutation du carbone. Donc sens 2, on a dismutation, c'est-à-dire donc sens 2, dismutation du carbone, c'est-à-dire de CO finalement. C'est dismutation du CO, c'est l'atome de carbone qui est dismuté du CO, qui donne C plus CO2. Donc pour T inférieur à T0, on a dismutation du, du CO. Si T est supérieur à T0, on a l'inverse, c'est-à-dire on a formation de CO. Donc ça, pour le système donc carbone-oxyde. Bon, maintenant, pour la suite de ce chapitre et comme conclusion, on peut dire que les diagrammes d'inégrammes sont des outils puissants pour prévoir la faisabilité thermodynamique d'une réaction, ainsi que les conditions expérimentales à adopter, c'est-à-dire les conditions de température, également on peut parler de conditions de pression. Et dans ce cours, nous avons vu donc les diagrammes d'inégrammes des oxydes, mais ce principe de construction peut être généralisé également aux chlorures, au sulfure, au nitrure, dans lesquels on va donc considérer les réactions, au lieu de considérer la réaction d'oxydation par l'oxygène, on peut considérer par exemple pour les chlorures, on peut considérer la réaction M plus Cl2 pour donner MCl2. Et là, on va parler de la pression de Cl2 et on va construire le diagramme pour MCl2 au lieu de M,
MO2 par exemple. Donc les diagrammes pour les autres éléments existent également, diagrammes d'inégrammes, et on peut donc les généraliser, ce qu'on a vu, à d'autres éléments. Bon, maintenant, un dernier mot, si vous voulez, sur les hydroxydes. Alors les hydroxydes, on a déjà parlé des oxydes, maintenant les hydroxydes. Pour les hydroxydes, la formule générale c'est XOHN, oxyde mixte de H et de X. Dans ce cas-là, on considère la liaison XOH et les propriétés acido-basiques de l'hydroxyde dépendent de l'électronégativité de X, c'est-à-dire la différence XO et la différence OH. Alors si on a donc l'électronégativité de X qui est inférieure à celle de H, la différence entre X et O est importante, et donc la liaison qui est là, elle est ionique, elle est plus ionique que celle-là. Par conséquent, la coupure en solution va se faire à ce niveau pour donner X plus et OH- selon la réaction suivante, ce qui veut dire que l'hydroxyde est basique. Hein? Exemple, celui de NaOH qui en solution donne Na plus OH-. Donc la coupure se fait à ce niveau-là car cette différence-là elle est plus importante, cette liaison-là elle est plus ionique que l'autre. Bon, maintenant si on considère le deuxième cas, c'est-à-dire le cas des hydroxydes acides, dans ce cas-là, l'électronégativité de X est supérieure à celle de H et la liaison OH elle est plus ionique que XO dans ce cas-là. Et donc la coupure va se faire au niveau de OH pour donner donc X au moins plus H plus qui donne un caractère qui est acide. Donc l'hydroxyde il est acide puisqu'il libère des H plus au lieu de OH- qu'on a déjà vu pour l'hydroxyde basique. Exemple de ClOH, donc c'est un élément du bloc P. Tout à l'heure on a vu NaOH, un élément du bloc S. Donc les hydroxydes comme les oxydes ont le même caractère. On a vu que pour le bloc S, c'est des oxydes basiques, donc on aura des hydroxydes basiques également. Pour le bloc P, on a vu qu'il y a des oxydes qui sont acides, donc les hydroxydes correspondants sont également acides. Là, l'exemple de ClOH, ClO- plus H+, permet d'illustrer cet exemple. Bon, le dernier cas des hydroxydes, c'est les hydroxydes amphotères. C'est un peu comme les oxydes amphotères, c'est la même chose. Et on peut utiliser le même élément, c'est-à-dire l'hydroxyde d'aluminium au lieu d'utiliser l'oxyde d'aluminium. Donc, il peut libérer des ions OH-, donc il joue le rôle d'une base, et il peut également donner des ions H3 ou plus pour jouer le rôle d'un acide. Et dans ce cas-là, on dit qu'on a un hydroxyde qui est amphotère. C'est un peu la même chose que pour les oxydes correspondants.